On vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. Donc le thème de la soirée est le désir. C'est pas évident de donner une définition du désir sexuel, du désir érotique. Vous n'entendez pas? Quelques réglages. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. Donc, comme je le disais, il n'est pas évident de donner une définition du désir, car dans le désir, il y a une part d'insaisissable et de subjectivité. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi donner votre propre définition. Le désir est souvent associé au départ de l'acte sexuel, mais ce n'est pas simplement une réaction physiologique, il y a aussi une part d'imaginaire, de rêve dans le désir. Et le désir se réalise par le biais des fantasmes. Vous pourrez aussi d'ailleurs nous parler de vos fantasmes, qui sont aussi le carburant du désir sexuel. Au niveau des circuits neurologiques, on peut assimiler le désir à un système activateur, inhibiteur, qui se passe au niveau des lobes orbitofrontales médiaux. Et donc c'est un système qui est un peu analogue à celui des comportements moteurs, qui peut être activé ou désactivé. Par exemple, les stimulus sensoriels visuels vont désactiver le système et activer le désir. Donc c'est pour ça qu'un film érotique ou des images érotiques peuvent amener le désir. On pourra aussi parler du désir sexuel masculin et féminin. Comment vous voyez, au fond, la différence entre le désir de l'homme et de la femme? Le désir de l'homme est plutôt orienté dans la réalisation de l'acte sexuel, tandis que pour la femme, cela englobe le plus les composantes sexuelles symboliques. Dans l'image traditionnelle, la femme est peut-être plus réceptive au désir de son partenaire, et au début d'une relation, c'est plutôt l'homme qui initie le rapport. Et par la suite, ça peut être les deux. Donc vous pourrez aussi nous dire ce que vous pensez du désir sexuel masculin ou féminin. Il y a aussi le désir dans la durée. Est-ce qu'au fond, le désir résiste au temps? Souvent, au début d'une relation, il y a une idéalisation du partenaire qui, au fil du temps, peut s'émousser. Donc ça peut être aussi un thème qui peut être abordé. Donc la durée, les troubles du désir, qui sont nombreux. On peut estimer à peu près à 30% un désir hypoactif sexuel chez la femme, 11% des hommes mariés. Donc ce qui fait quand même pas mal de difficultés au niveau du couple. Et quand il y a une différence de désir entre l'homme et la femme, ça peut éventuellement amener des difficultés et mettre en péril le couple. Quand pour l'un c'est trop, l'autre pas assez, il y a une pression et un phénomène éventuellement d'évitement. Donc vous pourrez aussi parler des difficultés au niveau du désir, les recettes éventuellement. Il suffit de lire les couvertures des magazines féminins et là on s'aperçoit que c'est un thème qui est souvent abordé. Alors si vous avez des recettes, vous pourrez nous en faire part. On peut peut-être commencer sur une question. Est-ce qu'il est possible de désirer sans aimer ou d'aimer sans désirer?
c'est une question qui... Je voudrais quand même... Règle-moi ça, s'il te plaît. Sinon, je ne désirerais plus parler. C'est bon? Merci. Oui. Je voulais simplement, tout ce qu'a dit Gérard, c'est bien, mais ça marche? Non. Ça marche pas. Non. Oui, je parle très fort. Le problème, c'est que quand on parle fort, il faut se retrouver. Ah, je sais pas. Et lui, tout à l'heure, Il y en a qui sont et là, je sais bien combien. Il y a que ça devrait. c'est bon, c'est pas bon. Voilà, je Bon, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas? Si. Non. Je voulais donc rajouter, si vous n'entendez pas, vous me dites, je vais essayer de parler le plus fort possible. Alors, est-ce que ça... Oui. Ah d'accord, comme ça. Alors. Je voulais simplement rajouter donc ce qu'a dit mon collègue, mais néanmoins lui, que pour moi, je suis latiniste de formation aussi, hein, et le mot désir vient tout simplement du latin, hein, et il veut dire qu'il vient des étoiles, desidere, ça veut dire donc venir des étoiles. Et j'aime beaucoup cette définition du désir parce que je pense qu'elle résume assez bien ce que c'est que le désir, pour moi en tout cas, hein, et pour beaucoup d'entre nous, je crois, mais on n'y a pas toujours réfléchi. Le désir, ça veut dire, désirer, ça veut dire avoir envie de décrocher la lune. C'est bien ça, hein? Donc, on ne peut pas décrocher la lune, mais on peut essayer. Donc tout le problème du désir, c'est de ne pas avoir l'objet de son désir. Parce que quand on a l'objet de son désir, on ne désire bien souvent plus. Et le problème, justement, dont on va éventuellement parler, c'est quand le désir n'est pas là, c'est que, on n'a pas le manque de l'objet de son désir, ou du sujet de son désir, hein, puisque là on parle de désir sexuel ou érotique, hein, et c'est très important. Hein, donc, dans l'une des définitions du désir, c'est être en manque de l'autre. On désire de manger du chocolat tant qu'on n'en a pas. Si on a 1 kilo de chocolat et qu'on se bourre de chocolat, on n'a plus envie. Hein, c'est comme ça que les boulangers et pâtissiers apprennent à leurs apprentis à ne plus manger tous les gâteaux parce qu'ils en mangent au début tant qu'ils veulent, puis après ils sont dégoûtés. Et c'est donc le chocolatier, qui est un bon chocolatier, va inventer toujours de nouveaux chocolats, en mettant plein de choses, de façon à ce que les gens aient toujours envie de racheter ce chocolat. Hein, moi je trouve que c'est une définition du désir qui est belle et qui correspond relativement bien à la réalité. En particulier, donc, quand on manque de désir, c'est souvent parce qu'on n'est plus en état de manque de l'autre, ou d'un autre, ou de l'autre en général. Hein, moi, je trouve que c'est pas mal comme définition. Mais on peut en discuter, bien sûr. Merci. Alors, qui? Je vais poser une question. Oui. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à les questions. Au fond, peut-on aimer sans désirer ou désirer sans aimer? Est-ce que vous pensez que les sentiments, au fond, sont forcément obligatoires pour désirer? Et là, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Moi, je pense que le désir, c'est quelque chose de brutal, non préparé, en fait. Suite à une image ou à quelqu'un, une jeune femme belle qui passe. Mais c'est pas réfléchi, c'est
C'est pas comme vouloir du chocolat, par exemple. C'est totalement différent. On peut avoir une pulsion quand on passe devant la boutique. Le chocolatier, ah, j'ai envie. Ah oui. Vous faites pas comme ça, vous? Non. Non. Enfin, ça m'est jamais arrivé, parce que ça m'arrivera plus tard. Et ce que je veux dire concernant le désir masculin, féminin, c'est quelques heures de vol quand même. Et je crois que, dans mon vécu, je pense qu'il y a une inversion qui se fait. Avant, c'était une discussion de garçons. Ah, t'as vu, elle est pas mal la petite, je me la ferais bien. Et maintenant, c'est les filles qui parlent comme ça. Oui, il est pas mal ce mec, je me le ferais bien. C'est vrai que les signaux visuels sont très importants. On peut provoquer le désir tout justement par désactiver. Ils désactivent au fond les zones qui interviennent dans le comportement moteur. C'est un peu le premier stade du désir au niveau physiologique, au niveau de la réaction physiologique. Est-ce que vous ne confondez pas désir et pulsion? C'est pas tout à fait la même chose quand même. Est-ce quand on a une pulsion sexuelle, est-ce que c'est du désir? Est-ce que c'est pas autre chose? Désirer, c'est quand même un tout petit, je crois, un tout petit peu plus compliqué. C'est un peu pulsion. Qui a une idée? Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Hein. On dit ce qu'on est là pour discuter. Hein. Voilà. Hein, mais je pense que justement, ce que vous décrivez là, c'est plus la pulsion sexuelle. Et pour moi, le désir, c'est pas tout à fait ça. Il y a un peu de la pulsion, mais il y a aussi justement de la réflexion en disant j'aimerais bien, moi je n'ai jamais dit de ma vie j'ai envie de me payer ce mec-là, pour reprendre ce que vous avez dit. Hein, mais tiens, c'est un homme qui m'intéresse. Ma foi, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin et peut-être faire sa connaissance et passer un bon moment avec lui. C'est peut-être un petit peu plus long, quoi. Mais voilà. Oui, mais ça commence quand même par une pulsion. De toute façon, il y a un regard, il y a un attrait. Mais qu'est-ce que c'est que la pulsion? La pulsion, c'est, je dirais, comme les phéromones qui se retrouvent. C'est un regard et puis se dire, tiens, là, il y a quelque chose. Je suis intéressée par cette personne-là. Ça commence par un déclic comme ça. Le désir, automatiquement, se déclenche automatiquement là, mais il y a toujours une pulsion au premier. Je ne pense pas qu'on se fait... c'est plus ou moins sur du long terme, d'accord? Ça peut être se voir plusieurs fois et pour augmenter le désir petit à petit, mais ça commence par une pulsion. Oui, mais justement, je pense que c'est plutôt l'inverse. Ça commence, le plupart du temps, ça commence par un désir et ça peut continuer par une pulsion. La pulsion, c'est quelque chose qui va directement vers la sexualité. Alors le désir, c'est plus long à se mettre en route. C'est ce que vous avez dit. Après, c'est une question de nuance éventuellement. La pulsion, on n'est pas obligé d'aller dessus d'une pulsion sexuelle. Ça peut être une pulsion d'intérêt. Oui, le désir peut être voilà, déclenché par un détail anodin qui n'avait sans connotation sexuelle. Voilà. Par des représentations mentales, ça peut être un détail, ça peut être la voix, ça peut être un regard, ça peut... C'est simplement une question de définition, on est d'accord sur le principe. Mais pour moi, ce n'est pas une pulsion, cela. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais pour moi, ce n'est pas une pulsion. La pulsion, c'est vraiment un acte, à la limite, irraisonné. On dit qu'on cède à ses pulsions sexuelles quand on a effectivement une attitude irrévérencieuse envers l'autre. Ce n'est plus un désir, tout à fait. C'est un petit peu différent. On cède à ses pulsions, tandis qu'on ne cède pas obligatoirement, directement et immédiatement à son désir. C'est un petit peu une nuance que je ferais, moi, à mon idée. Hein. La pulsion, c'est quelque chose qui pousse. Hein, quand on croit le désir aussi. Il y a une petite nuance, je trouve, mais bon. On parle plus d'un désir amoureux que le désir pour de l'amour. Oui, c'est une concrétisation, là. L'émotion amoureuse. Oui, l'émotion amoureuse, ça n'existe pas. Oui. À mon avis, à mon avis, le désir est proche de l'amour.
Et je pense qu'il y a une différence entre désir et pulsion. C'est plus, Pulsion, c'est momentané. C'est plus bestial. Enfin, moi, pour moi, la pulsion, c'est plus instinctif. C'est momentané, une pulsion. Assouvir un désir. Alors qu'un désir peut être durable, à mon avis. Plus proche de l'amour. Ça, c'est mon avis. Hein. Oui, c'est une différence, une nuance entre les deux mots. Effectivement, ça en fait partie, je pense. Mais la pulsion n'est pas obligée, n'est pas obligatoire. Là, vous avez failli sortir le mot bestial. Oui. La pulsion n'est pas obligatoirement plus bestiale. On dit Il toujours, peut y avoir une pulsion. on dit pas pulsion, on dit pas pulsion amoureuse, effectivement. On dit pulsion sexuelle. Oui, c'est pas bestial non plus. C'est pas une obligation non plus. Non, mais quand, excusez-moi d'insister, quand on vous dit que vous avez, que vous avez en face de vous un agresseur sexuel, Ah oui, il mais vous là, dira oui, toujours, là, non, on non. vous dira toujours qu'il a cédé à ses pulsions. Oui, mais bah pas à son alors désir. dans ces cas-là, je Mais suis pas à un son agresseur dé- mais pas à sexuel. son- pas à son désir, mais pas à son désir. C'est Bah la oui. différence entre les mots, tout simplement. Mais non, la pulsion n'est pas obligée d'être bestiale, ni violente, ni voilà. Non, je suis pas Pourquoi d'accord. n'appelez-vous pas cela désir? Pardon? Qu'est-ce que vous faites comme différence entre pulsion et désir dans ce cas-là? Le désir, pour moi, c'est sur c'est une personne qui peut être intriguée par une autre et prendre le temps. C'est sur le long, plus ou moins long terme. Laisser le désir venir, doucement, prendre le temps. Mais c'est pas pour autant que le temps soit plus raccourci, que ce soit pour autant bestial ou violent ou quoi que ce soit. Ça peut être une pulsion qui n'est pas négative. Toutes les pulsions ne sont pas négatives. Non, c'est sûr, mais... Ni agressives, ni automatiquement. Non, mais c'est plus instinctif, à mon avis. Oui, mais c'est pas violent pour autant. Bon, comme vous voulez, mais le reste est sûrement. Je sais pas, les autres, ce que vous en pensez, mais... Mais je crois que c'est une question de mots, hein. Je pense que peut-être le désir est aussi lié à une expérience. Quand on n'a pas goûté, on ne sait pas si c'est bon, quoi. Et donc, plus on parlait tout à l'heure du chocolat, quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, après, il désirait du chocolat. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est aussi peut-être lié à plusieurs expériences. Et ça rejoint un peu ce que disait la dame tout à l'heure, c'est que ça vient petit à petit parce que finalement, on apprend à avoir du désir parce qu'on finit par trouver ça bien. Donc c'est l'expérience qui fait venir le désir. Peut-être. Oui, parce qu'on ne peut pas être en manque de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ah, vous avez raison. On peut dire qu'il y a une mémoire désirante, hein, c'est-à-dire que le cerveau et le corps, en fait, retiennent des expériences gratifiantes. C'est de là que vient le désir, peut-être aussi. Oui, il y a toujours le besoin, le manque, hein, comme tu le disais, et qui tend vers l'assouvissement. Mais le manque, en fait, provient de plusieurs expériences. Le manque, oui, il y a l'envie de renouveler une expérience qui apporte du plaisir à travers les différents canaux sensoriels. Et du coup, moi, je veux le désirer un peu comme ça, en fait. Voilà. S'il n'y a pas d'expérience, on a du mal à avoir du désir. Et la première fois, comment on fait? La première fois, on ne sait pas. C'est une découverte. Et après, on se rend compte, finalement, c'est pas si mal que ça. Est-ce que ça vient pas du fait de, quand on est bébé, le sein maternel, de téter, le désir, le manque? Est-ce que ça vient pas de là, en fait? Freud vous le dira, hein. Bah, il n'est pas là, donc je vous pose la question. Oui, mais déjà, l'enfant, le nouveau-né a des érections. Hein. Oui. Même intra-utéro. Et est-ce que c'est du désir? Le problème est encore. Est-ce que c'est... Voilà. Je ne suis pas sûre qu'ils connaissent... Ouais, ça fait ce que c'est. Enfin, c'est un peu compliqué. peut-être dire qu'on est un peu programmé pour ça. Comment? Mais Ça veut dire qu'on est un peu programmé pour ça. Sans connaître, justement, C'est là que ça ressort. C'est là que je dis, moi, je ne peux pas dire.
Le problème, c'est Oui, que... Je crois que c'est pas la journée pour Et après, moi. quand les enfants ont ce type de personnalité, Mais est-ce que c'est très différent le désir sexuel ou érotique? C'est bien aussi à ce moment-là. Que le désir de n'importe quoi d'autre. Effectivement, je prenais l'exemple du chocolat, ça apporte du plaisir. On est d'accord. Peut-être pas jusqu'à l'orgasme, effectivement, mais un vrai quelqu'un qui aime le chocolat, ou au vin, ou bien, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut, ou la bonne cuisine, on prend beaucoup de plaisir, et effectivement, il vaut mieux, enfin c'est ça qu'on dit, il vaut mieux aller une fois par an dans un excellent restaurant que tous les jours au McDo. Parce qu'on n'a pas du tout le même. Et on désire, quand on prend sa table, quand on la réserve à l'avance, effectivement, vous avez raison, hein, tout le temps de l'attente, c'est du désir, et c'est ce qui est. On l'apprécie d'autant plus quand on est dans ce restaurant précis, hein, plutôt que d'aller au McDo, même si c'est. Je prends le McDo comme exemple, c'est un peu exagéré peut-être, mais c'est pas, on a effectivement beaucoup plus de plaisir et donc de désir et de manque tant qu'on n'a pas été dans le restaurant plutôt que de manger tous les jours. Bon, et par contre, moi je trouve que par exemple la faim, assouvir sa faim, c'est plus. on ne vous entend pas, hein, c'est pénible parce que nous on n'entend rien ici. Ça serait bien que vous parliez dans le micro, ça fait Bien. Donc je disais, pour moi, le désir, c'est plus quand on va au restaurant, par exemple, dans un restaurant gastronomique une fois par an, et qu'on attend justement, mais ça c'est effectivement ce que disait madame aussi, qu'on attend avec impatience le moment d'aller dans ce restaurant, parce que ça coûte cher, parce que les places il n'y a pas beaucoup de places, il faut retenir à l'avance, etc., plutôt que d'aller tous les jours au McDo, où on assouvit juste sa faim. Pour moi, donc, la faim, c'est juste assouvir une pulsion de faim. Hein, alors que le désir, c'est autre chose qui est plus intellectualisé, qui est plus... c'est un peu différent. Mais il n'y a pas effectivement de notion qui est mieux que l'autre, c'est simplement qu'on est sur deux domaines un peu différents. Hein, et voilà. Vous confondez pas un peu le plaisir de l'attente quand on va dans un bon restaurant C'est plutôt plaisir. que... Mais pas sexuel, effectivement. Non, mais... Et ça manque. Il n'y a pas assez de micro. Vous pourriez parler dans le micro Oui, je parle dans le micro. Moi, je pense que l'attente, c'est plus un plaisir, le fait d'attendre, de se dire, on salive un peu à l'idée qu'on ait faim, qu'on va manger un bon plat, comme vous dites, qui est rare parce qu'on n'y va pas souvent. Mais moi, je trouve que le désir, c'est plus à tendance sexuelle. Que de manger un bon plat, quoi, d'attendre d'un bon plat, d'un bon resto, tout ça, voilà. Je sais pas, moi je trouve que, enfin, je vais peut-être être un peu... quand j'étais plus jeune, il m'est arrivé de voir un petit mec, un beau mec avec une jolie paire de fesses dans la rue. Bah, je trouvais que c'était joli, j'avais une forme de désir, et puis voilà, ça s'arrêtait là. Et pour moi, c'est même pas, c'est pas une pulsion. Pour moi, la pulsion, c'est un peu violent, c'est un peu masculin. Enfin, voilà, quoi. Je sais pas, je me trompe peut-être. Et enfin, peu importe d'ailleurs, le principal, peu importe finalement. Mais enfin, le problème, nous, c'est que, enfin, moi je parle en tout cas pour les gens que je peux voir, et donc, voilà. Mais quand il y a un problème de sexualité en général, dans un couple, la femme vient quasiment tout le temps, 75%, dans 75% des cas, parce qu'elle manque de désir. Et l'homme, parce qu'il n'y arrive pas. Bon, c'est simple, enfin, c'est les consultations les plus courantes. Et quand les gens viennent en couple, hein, en général, donc on les voit l'un ensemble, puis l'un après l'autre, puis de nouveau ensemble. Enfin, moi, c'est comme ça que je pratique. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le problème, c'est que dans la majorité des cas, vous entendez bien? Oui. Dans la majorité des cas, l'homme ne prend pas le temps, et c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus. Alors quand ça marche bien, évidemment, on se rend pas compte de ça, mais le problème de la femme, bien souvent, quand elle n'a pas de désir, c'est tout simplement que l'homme ne lui donne pas le temps d'avoir justement ce désir qui monte. Et c'est le gros problème. C'est pour ça que c'est important. Alors quand on a effectivement une sexualité qui
qui est correct, on peut en parler, qui est pas uniquement en couple. On peut avoir effectivement un désir qui monte très vite, moi ce que je dis un peu pulsion, hein, mais sans avoir de problème. Mais dans un couple, bien souvent, il faut quand même un minimum de préparation. Tout simplement parce que on a un peu besoin de temps. Alors peut-être que quand ça nous arrive dans la rue, effectivement, quand on voit des petites fesses, ok, mais c'est parce qu'on n'a pas de soucis, on a la tête libre, on est en train de penser, tiens, ça fait pour des tas de raisons X ou Y, parce qu'autrement, je suis persuadée que la plupart du temps, si vous aviez des soucis de boulot, n'importe quoi, ou vous auriez regardé les fesses de cet homme sans même avoir... Je parlerai d'excitation, moi, pas de désir, là, dans ce que vous venez de dire. Tout à fait d'accord avec vous. Là, vous parlez d'excitation, c'est pas du désir. Que l'homme s'occupe de la femme, etc., pour que ça... Non, je parle... Non. Ça n'a rien à voir. L'excitation est quelque chose de plus physique. Oui, c'est après. Oui, mais là, vous parlez Non, je parle de désir. Je parle de désir. Non. En fait, le désir... Vous parlez pas de l'intimité, là. Le désir vient avant. Non, je parle pas d'intimité, pas encore. Vous parlez de patience dans ces cas-là, c'est-à-dire... Je parle de passion, de personnes qui veulent consulter parce qu'ils n'ont pas de désir. De passion. Excusez-moi. Pour reprendre la différence entre l'excitation et le désir, il n'y a pas de lien obligatoire et nécessaire entre le désir et l'orgasme. Il peut y avoir du désir et pas d'orgasme. Il peut y avoir des orgasmes et pas de désir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de lien. Maintenant, pour aller plus loin, on pourrait faire la différence entre le désir sexuel et l'instinct sexuel. Mais l'instinct sexuel qui était peut-être plus important chez les primates actuellement a moins d'impact chez les hommes et chez les femmes. Parce que les structures qui prenaient une part dans l'instinct sexuel ont tendance à diminuer. Maintenant, comme je vous disais, donc il y a un système activateur et inhibiteur et d'autres régions du cerveau qui sont associées aussi au processus émotionnel. Donc c'est vrai qu'il y a des émotions qui ont été vécues auparavant et qui peuvent déclencher le désir, comme un détail, comme simplement ça peut être une odeur, ça peut être un contexte qui ramène au fond à ce qui a été vécu. Donc, c'est pour cela que le désir et l'excitation sexuelle, en fait, c'est quelque chose de différent. Il y a des femmes, au fond, qui peuvent avoir du désir, mais où l'excitation ne monte pas. Donc, si l'excitation ne monte pas, à un moment donné, elles n'ont pas d'orgasme. Mais elles peuvent avoir du désir. Par contre, s'il y a des difficultés sexuelles comme une absence d'orgasme ou de plaisir, cela va aussi inhiber le désir au bout d'un certain temps. L'excitation, c'est hormonal alors. Parce que vous dites si l'excitation ne monte pas, la femme n'a pas d'orgasme. Ça veut dire que c'est hormonal. Enfin, c'est une production d'hormones. Bon, il est certain que les hormones jouent un rôle, mais c'est quand même assez mineur, mais il y a d'autres neurotransmetteurs. Le cerveau va sécréter des neuromédiateurs chimiques qui, eux, ont un rôle aussi dans la relation sexuelle. Donc en fait, ça peut être physiologique alors. Oui, les troubles du désir peuvent être physiologiques, ils peuvent être hormonaux, ils peuvent être... oui, ça fait partie aussi des comportements moteurs. Par exemple, dans la dépression, dans un syndrome dépressif, il est certain que les troubles du désir, ça peut être un des premiers symptômes. Parce que dans le désir, il y a un aspect en fait motivationnel. Tu veux dire simplement que c'est aussi tout simplement psychologique. Hein? Oui, parce que... Après, comment les facteurs psychologiques interviennent effectivement par des neuromédiateurs, etc. Mais quand tu n'es pas motivé, quand tu es déprimé, tu n'es pas motivé, tout simplement. Pour des problèmes extérieurs, bien souvent, ou pas d'ailleurs, puisque ça peut être une maladie, dans la maladie bipolaire en particulier. Hein, mais voilà, le problème de la dépression, c'est qu'effectivement, on n'a plus envie de rien, ou de pas grand-chose, y compris de sexualité. Il y a les médicaments qui inhibent
Tout à fait. Tout à fait, bien sûr. oui. Tous les psychotropes. Hein, Il n'y a pas que. par l'augmentation de la prolactine, par d'autres effets. Il est certain que dans le désir, il y a aussi le vécu. Il y a aussi le vécu. Il y a aussi les fantasmes. La rapidité d'accès à des fantasmes aussi peut avoir une action sur l'excitation sexuelle. Mais on n'est plus dans le désir, là, mon cher ami. On parle d'excitation. Le fantasme, effectivement, ça marche souvent. Après le désir, effectivement, le fantasme c'est très important, puisque au contraire, c'est même un moteur de l'activité sexuelle, mais le désir, c'est un tout petit peu plus en avant. Le fantasme aussi peut activer ou déclencher le désir. Tout à fait, mais il faut quand même un minimum de désir déjà pour que le fantasme puisse marcher, et il agit après, surtout sur l'excitation, et puis même au moment plus tard, quand on veut atteindre l'orgasme. C'est pour ça compliqué, que la définition du désir n'est pas évidente. Non, c'est compliqué. Mais c'est pour là qu'il faut des phéromones alors. Oui, là, On ne peut pas se faire de piqûres de phéromones, c'est pas possible. Ça serait pas mal, mais bon. Parce que c'est lié. Oui, ça peut être un activateur, hein, comme les signaux sensoriels, l'image par rapport à la représentation corporelle. La représentation corporelle de la femme pour l'homme, donc il y a la poitrine, il y a les seins, il y a à l'arrière, donc il y a aussi les fesses, qui, ces signaux visuels. Ça peut être aussi intellectuel, je pense. Sont très puissants. L'échange de mots, de phrases, d'expressions. Ça peut être la voix. Tu as tout à fait raison, mon cher ami. Ça peut être la voix, ça peut être le regard, ça peut être la vue. Comme je disais, ça peut passer à travers les canaux sensoriels. Mais dans le on fait tous les sens. Oui, dans le désir, on peut utiliser tout à fait tous les sens. Puisque c'est important, on en avait parlé déjà la dernière fois, pour passer de la rencontre à l'intime, il faut justement, c'est là que le désir intervient. Parce que si vous n'avez pas de désir pour l'autre, il ne se passera rien au niveau intimité. Et c'est ce qu'on avait un petit peu évoqué l'autre fois, en disant que tous les sens rentrent en ligne de compte. La vue, chez l'homme, c'est très important, mais chez la femme, c'est l'ouïe qui est plus importante, d'après ce que l'on dit, et je pense que c'est vrai. C'est pas tellement la vue de l'homme, donc pour l'homme, effectivement, c'est la poitrine, les fesses, la silhouette, tout ce que vous voulez, en fonction de chacun de ces ça dépend des cultures. Non, mais c'est la première chose, mais il y a bien d'autres choses. Oui, il y en a plein. Oui, mais il y en a beaucoup qui ne plaisent pas non plus. Et pour la femme, donc, c'est ce qu'on lui dit, ce qu'on lui susurre, c'est le murmurer à l'oreille, c'est ça, non pas des chevaux, mais des femmes. C'est le signe le plus important. Et après, pour les deux, il y a effectivement l'odorat qui compte. C'est réduire l'homme quand même que de maintenir l'homme dans non, parce que la femme, j'ai dit que c'était l'oreille. Mais après, il y a tous les autres, tout compte. Et pour la femme, la vue aussi compte, bien sûr. Mais en premier, c'est l'ouïe, ce qu'on lui dit. Ensuite, c'est effectivement les autres sens. Même le goût. Si vous offrez une coupe de champagne à votre future dulcinée, elle appréciera éventuellement, si elle aime le champagne du moins. Il faut lui demander. Mais plutôt qu'un verre d'eau, même à la bonne température, l'odorat, tout le monde sait. Bon, j'avais raconté l'autre fois, je crois, qu'on avait donc demandé à des femmes au Japon de reconnaître donc le t-shirt de leur partenaire. Et il y avait eu un taux de réussite absolument fabuleux. Et vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, quand vous avez votre partenaire, amant, mari, tout ce que vous voulez, qui s'en va pour un voyage, bien souvent, vous avez comme doudou son t-shirt. Parce que ça vous rappelle les souvenirs. Les femmes, ça marche beaucoup, et les hommes peut-être, mais c'est autre chose. Alors, nous avons donc l'ouïe, parce que donc la musique. Vous vous rappelez de la première? Je suis sûre que tout le monde se rappelle le premier slow, ou le premier tango, la première chanson
qui a accompagné vos premières flûtes. Moi, je m'en souviens parfaitement de la première chanson. Hein? Non, vous n'en souvenez pas. Non. Mais pourtant, souvent, il y a des gens qui se souviennent de ce qui s'est passé leurs premiers émois. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pu oublier? Donc le toucher, bien sûr, le toucher. Le toucher. On a parlé de la main l'autre fois. Qui touchait le premier l'autre? Hein? C'est important. Hein? On avait parlé de... c'est moi qui avais parlé, je crois, de la peau de serpent. Bon, si vous avez une... Voilà, il y a plein de choses qui touchaient les cheveux. Les hommes adorent ça. Hein? Voilà. Oui, les mots. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est vrai. Bien sûr. Et pour la femme, c'est le premier, l'ouïe, qui est important. Hein? Et alors que pour l'homme, c'est le regard. Et après, on se rejoint sur les autres. Et c'est ça qui stimule le désir, effectivement. Les sens. Hein? Et sans désir, vous ne pouvez pas atteindre l'excitation qui vient après, et ensuite l'orgasme, puisque c'est l'un après l'autre. Et après l'orgasme, on en parlera une autre fois. Voilà. Mais c'est compliqué, hein, le désir, c'est vrai. Et chacun, et comme disait effectivement Gérard, chacun a sa façon de faire monter le désir pour des... Effectivement, il y a les souvenirs, le vécu de l'enfance. L'enfance, c'est vrai que c'est important. Hein? La dernière fois, j'avais aussi parlé d'un homme que je connais bien qui était fétichiste de gants parce que sa maman portait des gants quand elle s'occupait de lui quand il était petit. Et ça lui a marqué. Bon, je ne vais pas vous expliquer tout ça en détail, c'est pas la peine. Mais voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont, et c'est pas obligatoirement mauvais, hein, qui sont. Vous parliez comment dirais-je, de l'enfant qui tète sa mère. Hein? Oui, peut-être. Il y a aussi une partie des hommes sont attirés par la poitrine féminine, tout simplement parce que c'est doux, ça leur rappelle des choses qu'ils ont connues, donc qu'ils ont oubliées, mais c'est resté dans l'inconscient. Nous, femmes, on est souvent attirés aussi par une figure un peu paternelle ou fraternelle ou des choses, on ne sait même plus trop pourquoi, mais effectivement, tout ça, c'est des choses, on n'explique pas trop, si simplement on peut réfléchir, on peut arriver à comprendre pourquoi, mais souvent, ça nous rappelle des choses qu'on a oubliées, mais qui sont ancrées dans notre mémoire. Hein, je pense que ça joue beaucoup, mais vous avez peut-être des choses à dire là-dessus. Non ? Est-ce que quelqu'un peut passer le micro ? J'ai envie de partager une expérience par rapport à l'allaitement. Quand vous parlez de l'enfant qui tète, je pense que le souvenir que l'enfant garde après, ça dépend aussi de la durée de l'allaitement. S'il a 1 mois, il a plus de chances de souvenir s'il y a des années d'allaitement que s'il y a qu'un mois, par exemple. Et je pense aussi que ça joue dans le développement de l'enfant, de la sexualité, du temps de l'allaitement, parce que ça, l'allaitement, c'est une fonction pas seulement nourricière, on peut aussi avoir du plaisir à allaiter. Et l'enfant peut avoir aussi du plaisir à téter, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une satisfaction nutritive. Et je pense que c'est important parce que ça développe plein de choses. Mais c'est tout à fait vrai. Et c'est la même chose pour les câlins que l'on fait avec son enfant quand ils sont petits. C'est exactement tout ça. C'est important. Un enfant qui n'aura pas été materné, materné au sens large, hein, ce qui ne veut pas dire que les pères ne peuvent pas le faire. Hein, j'ai pas dit ça. Ah, mais c'est le mot qu'on utilise. Mais c'est vrai qu'un enfant qui n'a pas été materné aura beaucoup plus de difficultés à avoir une sexualité de qualité et de satisfaire aussi son partenaire ou sa partenaire hein, quand il n'aura pas été câliné. Hein, le rôle de la câlinothérapie, c'est important. Hein.
bien sûr. Et tout ce qui se passe dans l'enfance, on dit bien qu'on fait qu'on devient adulte grâce à toutes les expériences ou à cause de toutes les expériences qu'on a fait dans la petite enfance. Et je crois que c'est assez vrai. Après, on peut récupérer, il y a la résilience, il y a quand on a eu des problèmes, mais la petite enfance, c'est très important, bien sûr. Les enfants qui sont on en avait parlé à une époque, les enfants qui étaient dans les orphelinats, je ne sais plus dans quel pays, là, en Europe de l'Est, qui étaient abandonnés en Roumanie, il me semble bien. Ah ben, ils étaient abandonnés, on ne les prenait jamais dans les bras, et ça a posé des problèmes énormes, parce qu'effectivement, ils se tapaient la tête contre les barreaux, ils développaient un genre d'autisme, enfin bon, et ce sont des enfants qui sont traumatisés à vie, complètement. Mais on est un peu loin du désir, mais ça y contribue quand même, vous avez tout à fait raison. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille allaiter obligatoirement les enfants jusqu'à 3 ans quand même. Mais après... écoutez, moi j'ai allaité le mien jusqu'à 5 ans. Oui, mais en fait... J'en garde énormément de bons souvenirs. Il faut le pouvoir, je pense. Il faut le pouvoir, c'est tout. Ouais, ou vouloir. Et il y a quelque chose justement par rapport à ça dont on ne parle jamais, ou très peu, ou alors dans des milieux plus fermés, c'est le plaisir justement qu'a la mère à allaiter, parce qu'il faut savoir que la succion, ça provoque des contractions utérines, et donc du plaisir. Alors est-ce que c'est un équivalent orgasmique? Je ne sais pas, mais en tous les cas, moi j'ai envie d'en parler parce que c'est des choses dont on parle très peu, ou alors avec des femmes qui ont allaité longtemps, ça s'appelle le sevrage naturel. Et je ne sais pas pourquoi vous dites, c'est pas pour ça qu'il faut allaiter les enfants que jusqu'à 3 ans. Ah non, je dis rien. Moi, étant donné que je travaillais, je ne pouvais pas, c'est tout. Ouais, voilà, je l'ai fait pendant 3 mois, mais ça a été déjà très compliqué, puisque les femmes médecins n'ont aucun congé maternité, donc j'ai repris mon travail 3 jours après la naissance, donc c'était pas facile. Voilà, c'est tout, mais d'ailleurs arrivé des accidents, justement. En particulier un jour, je me rappelle, je ne sais plus ce pour de mes enfants, j'avais tellement de lait que c'est mon mari qui m'a tété, et lui il a aimé. J'avais pas de tire-lait, j'avais rien, c'est affreusement douloureux, là. Voilà, et c'est un excellent souvenir. C'est vrai qu'on parle de l'orgasme des nourrices, qui, par la succion et en serrant les cuisses, avaient des orgasmes. Oui, et c'est lié aussi au taux de prolactine qui est sécrété pendant toute la durée de l'allaitement, donc qui permet aussi, qui est sécrété aussi lors de l'orgasme, dans un rapport sexuel homme-femme. Mais il faut savoir aussi que le taux de prolactine qui est sécrété pendant tout l'allaitement, c'est l'hormone de la patience, l'hormone du bien-être, l'hormone de... Et c'est vrai que on en parle peu, mais c'est aussi ces hormones-là qui sont sécrétées pendant l'orgasme. Donc ça contribue aussi à ce que la femme soit bien. On va s'aider les filles entre nous. Oui, je crois qu'effectivement, est-ce que chacun d'entre vous a une solution quand à trouver un truc quand il est en panne ou quand l'autre est en panne de désir? Est-ce que chacun a quelque chose à dire? Parce que quelquefois on voit que effectivement le partenaire ou le nouveau partenaire ou l'ancien partenaire n'a pas de désir. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose ou vous tournez le dos en disant bon bah écoute, tant pis, on fait comment on dit, l'hôtel du culte? Je ne sais plus comment. Comment? Est-ce que vous avez des recettes? Ça peut être des jeux. Ça peut être des jeux. Non, pas le micro. Allez, il faut se micro. Mais on peut, voilà. Utiliser des jeux, des choses comme ça pour faire monter le désir, des tenues sexy, des choses comme ça pour justement faire titiller un petit peu l'autre pour faire monter le désir, voilà. Oui, mais c'est une bonne... Vous avez tout à fait raison. Bravo. Est-ce que vous en connaissez des jeux? Il faut que j'essaye cette fois. Il y a des quantités, mais il y a des tas de jeux, il y a des tas de jeux tout à fait simples. Il y a simplement le jeu de dés.
hein, ou le jeu de cartes, vous lancez il y a le strip poker, il y a des trucs comme ça aussi. Hein. C'est ça, je crois. Hein. On lance le dé. Alors sur le dé, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un bisou, enfin je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. Il y a, voilà. Et puis celui qui a voilà, et on va s'exécuter. C'est tout simple. Effectivement, les tenues érotiques, tout à fait. Essayer de casser un petit peu le quotidien et amener quelque chose. C'est très intéressant, bien sûr. Et là aussi, effectivement, on peut jouer en essayant de connaître les fantasmes, en demandant à l'autre, au bout d'un certain temps, on se connaît un peu, on demande les fantasmes, et puis on peut effectivement... il y avait un film très bien avec... le Viagra n'était pas encore autorisé en France, c'était... comment il s'appelait ce film? C'était un monsieur qui était commissaire-priseur, je ne me rappelle plus le nom de l'acteur non plus. C'était avec une actrice française. Enfin bref, il n'arrivait plus à bander, donc, et sa femme lisait Kant dans le lit. C'est vrai que c'est pas très réjouissant. Alors il avait demandé à un copain de lui procurer du Viagra en Suisse. Et puis, oui, ça marchait, sauf qu'il avait été obligé d'aller voir une prostituée pour se soulager, voilà, parce que sa femme elle est toujours en train de dire Kant, jusqu'au jour où, bon, ça collait pas du tout, et puis un beau jour, il se déguise en curé, parce que quand ils étaient jeunes mariés, parce qu'il avait un certain âge quand même, hein, et quand ils étaient jeunes mariés, ils adoraient jouer à la religieuse et au curé, donc, voilà. Et dans les jeux érotiques, pourquoi pas, après tout, chacun ses fantasmes. Hein. Et donc, bon, elle dit rien, toujours dans sa lecture. Et le fois d'après, donc, alors il était très déçu. La fois d'après, donc, il arrive en se demandant comment il allait faire. Voilà. Et donc, il soulève le drap. Elle avait laissé son bouquin de Kant. Et elle était dessous, en guêpière, talons aiguilles et tout ça. Et puis, paf, c'est reparti. C'est bon, fin du film. Voilà, c'était exactement ça. Donc elle avait changé, elle avait trouvé, elle avait réfléchi en se disant bon, je vais perdre mon mari parce que voilà. Et elle avait effectivement trouvé autre chose pour exciter son mari et lui redonner. Et elle, ça l'avait donc du coup redonné du désir de voir tous les efforts que faisait son mari pour la récupérer. Et elle a laissé son livre de philosophie. C'était très bien. Je ne me rappelle plus qui étaient les acteurs, mais bon, c'était, je crois que c'est Zabou. L'actrice là-dedans, et puis c'était Claude. Enfin bref, c'est exactement ce que vous disiez, c'est finalement, mais ça a duré tout le film, comme 1h30. Quoi. Le désir, dans le désir, il y a aussi de la stimulation. Tout à fait. Aussi. Réciproque. Hein. Tout à fait. Il faut être deux. Hein. C'est sûr. Après, c'est une autre histoire. On pourra en parler une fois. Hein. Des multiples partenaires. Alors, qui a une autre idée que les jeux érotiques? Non, en message. Là-bas. Oui. Les massages aussi. Les messages, au départ, les messages et après les massages. Les messages, c'est une façon aussi de justement d'oublier le quotidien. Hein? Quand vous partez le matin, si vous mettez sur le... Autrefois, donc, on voyait ça aussi assez souvent dans les films, on mettait, les femmes mettaient au rouge à lèvres, n'est-ce pas? Je t'aime, avec un gros. Alors maintenant, on peut soit envoyer un texto, soit mettre un petit post-it aussi, c'est pas mal. Hein? Et comme ça, la femme, pendant la journée, elle pensera à vous, messieurs. Et donc, ça va faire entretenir son désir. Et puis comme ça, quand vous rentrerez chez vous, paf, hop. Parce que si vous l'avez laissé se débrouiller avec les gamins, mais ça joue, ça compte. C'est ce qu'on fait quand on est amoureux. Et après, on l'oublie. Hein? Alors et si vous avez envie, excusez-moi, si vous avez envie de sauter votre femme alors qu'elle était en train de faire la vaisselle, ou non, ça marche pas. Alors que si vous lui avez envoyé un texto ou autre chose, enfin après chacun en fait en fonction, hein, elle sera toute contente et même en faisant sa lessive. En plus, c'est très bien quand on est en suressorage. Excusez-moi, je plaisante. Ça sent le vécu.
Alors, quoi d'autre? Ah, le filtre d'amour. J'avais une question technique. Pourquoi est-ce qu'on préfère les talons aigus aux talons plats? Pourquoi est-ce que c'est plus érotique? Parce que la jambe est plus jolie. Mais ça dépend des hommes. Hein. Il y a peut-être des hommes qui préfèrent les femmes en chaussures de chantier, je sais pas. Mais j'en ai pas rencontré. On n'a pas la réponse. Mais pas trop. J'ai pas entendu parler de fétichisme de chaussures de chantier. Oui. Mais c'est ça, c'est parce qu'effectivement. Et ça rend la femme plus fragile aussi, je crois. Enfin, alors tu parlais de filtre d'amour, toi. On parle de la cuisine aphrodisiaque. Donc depuis l'Antiquité, réveiller le désir, c'était quand même une préoccupation. Attirer l'attention, le filtre d'amour. Il n'avait pas de télé. Ils n'avaient pas de télé, ça c'est vrai dans leur chambre. Moi j'ai une question justement pour tout le monde dont on avait parlé un peu la première fois là. Et bon, j'ai mon idée, hein, mais après, voilà. Que pensez-vous dans la stimulation du désir des films, alors, films érotiques et les films pornographiques, qui sont pas c'est pas la même chose, hein. Hein? Vous connaissez la différence entre les deux? Oui, non mais je sais pas, hein. Oui. L'érotique, ça suggère. Voilà, l'érotisme, ça L'érotique, on suggère. voit pas le sexe. Voilà. Et la pornographie, ça montre. Voilà. C'est la seule Voilà. différence. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez dans vos expériences? Est-ce que ça stimule le désir ou au contraire, est-ce que ça l'annihile? Dans les deux cas, s'il n'y a pas d'émotion, ça ne fonctionne pas. J'ai mon idée.